L'iPhone, c'est le centre de ma vie numérique. C'est lui qui me maintient connecté à mes proches, à mes réseaux et à vous, à ma musique, mon taf, mes passions. C'est juste la clé de voûte de mon écosystème perso. Donc bien entendu, en gros mordu de technologie que je suis, j'ai testé plein d'appareils et d'accessoires pour étendre ses capacités et j'aimerais vous partager les meilleurs que j'utilise encore aujourd'hui. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui on parle des 10 meilleurs objets tech que j'utilise tous les jours pour compléter mon iPhone et rester jusqu'à la fin, il y a mes préférés. Commençons par parler des accessoires indispensables juste pour utiliser son iPhone, à commencer par la coque. Et c'est là qu'intervient Spigen, le sponsor de cette vidéo, qui n'avait pas besoin de le faire pour me convaincre. Admirez la gamme classique C1, inspirée par les coloris et le rendu de l'iMac G3 de 1997 et qui s'en sert pour habiller les iPhone 15 et 16 Pro. Un bel hommage qui fourmille de détails est disponible dans les coloris historiques de l'iMac. Ruby Red, Graphite et Bondi Blue, ma préférée. Oh, et un nouveau Tangerine aussi, sympa. Bien sûr, la gamme classique C1 n'oublie pas d'être au top niveau protection, avec une structure en double couche pour amortir les chocs, et elle embarque même la technologie MagFit de Spigen, un MagSafe avec aimant renforcé, idéal pour utiliser les porte-cartes MagSafe de la même collection, avec les mêmes coloris. Avec la gamme classique C1, Spigen apporte le style des icônes d'hier à l'iPhone d'aujourd'hui. Je trouve ça génial, et n'hésitez pas à aller checker en utilisant mon lien en description. Merci à Spigen. Et maintenant, moins fun mais indispensable, le matos de chargement. Pour le chargeur, aucune hésitation, c'est le Ugreen 65 watts. Pas cher, fiable, compact, 3 ports USB type C, c'est juste imbattable et c'est celui qui me suit partout maintenant. Et plutôt pour égayer un setup et profiter de MagSafe, j'ai testé vraiment beaucoup de supports, mais je reviens toujours sur ce Satechi. Un petit peu lent avec sa recharge en 7,5 watts, mais il a un emplacement secondaire pour des écouteurs ou autres, très pratique. Son style est indémodable, très Apple, il est beau même quand l'iPhone n'est pas posé dessus, et il permet de profiter du mode stand-by de l'iPhone. Vraiment cool. Et quand vient le moment de se remettre en route, il faut parler des écouteurs/casques. Ça fait quelques semaines que je teste les AirPods 4, que j'adore, on en parlera sans doute dans une prochaine vidéo, mais ils n'ont pas réussi à détrôner mon coup de cœur de 2024, les Nothing Air. Un design inspiré, on dirait un concept de designer, ça fait trop plaisir de voir ça, mais pas too much non plus. Et avec une superbe expérience surtout. Le boîtier se charge sans fil, ils peuvent être connectés à 2 appareils en même temps et appairés à 8, il me semble. C'est assez cool, comme j'ai des appareils d'un peu tous les écosystèmes en ce moment, je peux simplement les appairer à tous mes appareils et passer de l'un à l'autre en un tap sans me soucier de l'écosystème. Si vous avez un PC et un iPhone ou un iPad et un Galaxy S, c'est vraiment un bon truc. Niveau expérience, c'est vraiment pas loin des AirPods Pro. Il y a juste l'annulation des bruits et le mode transparence qui sont sensiblement moins efficaces. Mais par contre, au niveau audio, je les préfère aux Pro. Leur rendu est entièrement personnalisable dans l'application Nothing. Et surtout, ils ont une excellente option de renforcement des basses qui rend leur rendu très chaleureux, avec beaucoup de relief. Si vous écoutez des styles musicaux un peu basseux, ça vaut vraiment le détour. C'est les premiers écouteurs qui, dans l'usage, ont fini par me détourner des AirPods. Par contre, niveau casque, j'en ai testé plein aussi, mais je suis revenu sur les AirPods Max avec le modèle USB-C. On a beaucoup critiqué la technique de ce casque, avec sa puce H1 qui a une génération de retard par rapport aux AirPods Pro, mais à l'usage, ce casque reste incroyable. L'annulation des bruits semble irréelle tant elle est efficace. Le mode transparence est le plus naturel disponible sur un casque. Son rendu audio met une bonne claque, surtout en Dolby Atmos avec un bon mix. Pour un casque Bluetooth nomade, c'est juste fou d'avoir ce rendu. Et bien sûr, t'as ce design. Magnifique et durable, mais un petit peu lourd et quasi inutilisable pour un entraînement, ce genre de choses. Dommage qu'il soit pas encore meilleur 4 ans après leur sortie, mais ça reste ma référence pour l'iPhone. Et dans un autre genre, pas uniquement pour l'audio, ça fait quelques semaines que j'utilise les lunettes connectées Meta Ray-Ban. Déjà, ces lunettes embarquent 2 haut-parleurs directionnels sur les tranches pour écouter de la musique tout en entendant parfaitement son environnement. Et surtout, elles embarquent une caméra Full HD ultra grand angle pour filmer son point de vue tout en restant pleinement immergé dans ce que tu fais. C'est bête, mais ça donne à ces clips un impact émotionnel qui est plus fort qu'un plan cadré à l'iPhone. C'est plus représentatif de ton ressenti sur le moment. Et surtout, ces lunettes ont un design étonnamment bien réfléchi. Le petit indicateur lumineux pour informer les gens autour de toi que tu es en train de filmer. La synchronisation des clips avec mon iPhone est
transparentes pour moi, j'ai vraiment rien à faire pour qu'ils apparaissent dans ma galerie. Et le passage automatique de mon iPhone à mon Apple Watch pour aller courir avec de la musique, c'est super cool. Et surtout, il y a ce design familier qui fait que personne n'est choqué de les voir. Du coin de l'œil, tu vois simplement des lunettes Ray-Ban. C'est un produit simple, fun, avec une expérience réfléchie et maîtrisée. Très bon le boîtier de recharge aussi, j'ai simplement toujours envie de les avoir avec moi. L'iPhone est doté de 2 applications pour suivre l'évolution de sa santé et de son activité physique de façon un peu fun, Activité et Apple Santé, mais pour les débloquer, il faut une Apple Watch. Et personnellement, j'utilise la série 10. Déjà, l'Apple Watch me permet de gérer mes notifications, appels, messages, ma lecture de musique en cours, toutes les petites interactions quotidiennes de mon téléphone, pour que derrière, je le sorte pas toutes les 2 secondes. Ça a beaucoup de valeur, je trouve. J'aurais du mal à m'en passer aujourd'hui, mais oui, à la base, c'est pour le sport que l'Apple Watch m'est indispensable. Surtout cette année, je me suis mis au défi de courir tous les jours en 2024. J'y suis toujours pour l'instant, et l'Apple Watch m'accompagne tout du long. Elle se synchronise et télécharge toute seule mes playlists Apple Music, mes podcasts. Son GPS est hyper précis pour suivre mes sorties et pour retrouver le chemin de l'hôtel quand je me perds, ce genre de choses. Et bien sûr, elle me permet aussi de suivre mon activité quotidienne avec les fameux cercles. L'écran plus grand de la série 10 se laisse apprécier pour tout ça, mais comme d'habitude, il faut faire attention à la batterie. Une journée, c'est toujours un peu limite. La série 10 vaut quand même l'investissement cette année, mais si le suivi sportif et de santé vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, l'Apple Watch SE est toujours idéal. Ça, c'était classique pour le suivi de l'activité, mais pour ce qui est de la récupération et du sommeil, c'est plutôt la Ultra Human Ring Air pour moi. J'utilise cette bague connectée depuis une grosse année maintenant. Elle me permet de suivre mon sommeil sans l'inconfort d'une montre, avec un score, avec une interprétation de mon niveau de fatigue, d'activité et de stress, le tout avec des conseils pour m'améliorer. Autant d'intelligence que ne propose pas l'Apple Watch. Et le détail pratique, c'est que Ultra Human synchronise toutes ces données avec Apple Health, donc tu peux aussi retrouver ces données dans l'application santé de ton iPhone. En tout cas, c'est un objet et une application vraiment pratique quand t'es à fond dans ton sport. Il n'y a rien de pire que de s'entraîner dur sur une mauvaise nuit de sommeil, ou alors c'est simplement intéressant si tu veux pas lâcher tes montres classiques, ce que je comprends. Maintenant qu'on a rendu l'iPhone solide, autonome, agréable à l'oreille, moins oppressant avec ses notifications et capable de suivre activité et repos, voyons voir quels appareils on peut utiliser pour compléter ce qu'il ne peut pas bien faire. En matière de photos, l'iPhone n'offre simplement ni l'expérience ni le rendu d'un vrai boîtier. Et pour combler ça, j'aimerais vous présenter mon boîtier préféré, celui qui m'a tout appris et qui ne coûte absolument pas cher. C'est le tout premier Canon 5D, celui de 2005. Un réflexe, avec un vrai viseur optique, pas un écran, avec des contrôles physiques pour tous les réglages, et surtout avec un capteur de 12 mégapixels plein format, 7 fois la taille du capteur principal d'un iPhone 16 Pro, qui aujourd'hui coûte 250 balles, à tout casser. Avec ce 5D, t'obtiens un flou de mise au point incroyable, super doux, des couleurs riches, et comme il date de 2005, il a un rendu qui essaie de se rapprocher du film, avec un grain homogène très agréable à l'œil. Vraiment, je ne remplacerai ce rendu pour rien au monde. Alors après, c'est un vieux boîtier. Pas de carte SD, mais une carte CF ici, ou alors un adaptateur. C'est juste un appareil photo. Aucune vidéo. Quand la lumière vient à manquer, tu dois aller la chercher. On peut pas utiliser son écran pour prévisualiser ses clichés non plus. Ça peut paraître contre-intuitif, mais j'adore cette expérience. Vraiment, tu portes ton œil au viseur, tu prends la photo et tu la découvres sur son écran, qui est pas terrible d'ailleurs, c'est vraiment juste un aperçu. Avec le petit 50 mm emblématique de Canon, vous avez un combo qui coûte genre 350 balles à tout casser, et à côté, t'as l'iPhone pour tout ce qui est point and shoot, vidéo, ce genre de choses. Et maintenant, pour tout ce qui est post-production, montage photo, vidéo, même juste prise de notes, et c'est là qu'intervient l'iPad avec le mini, le dernier, que je suis en train de tester. L'iPad mini a toujours la même force. Il offre le même contenu, la même expérience qu'un iPad de grande taille, simplement affiché en plus petit, en miniature. Donc même si sa taille est proche de celle d'un iPhone Pro Max, l'ergonomie des applications n'a rien à voir. J'ai pu me refaire la saga Autre Monde de Maxime Chatham, comme sur un Kindle. J'utilise la version iPad de Pixelmator, du bout de l'Apple Pencil Pro. J'ai pu réviser mes hiragana avec aussi. Mon rêve, c'est de devenir aussi bon que Mitsu en japonais. La navigation web n'a rien à voir non plus. The Verge, Numérama, Presse Citron, tout ça s'affiche au format tablette. Je suis toujours frustré de voir qu'à l'inverse, un iPhone Pro Max n'affiche pas plus de contenu qu'un iPhone Pro, il l'affiche simplement en plus gros. Le mini, avec son Pencil et iPadOS, c'est l'inverse.
T'as le potentiel créatif d'un iPad, dans un format qui peut t'accompagner partout, et bien sûr, t'as le fameux potentiel de Netflix, Prime Video et compagnie aussi, on va pas se mentir. Mais chez moi, maintenant qu'on vit à deux, l'iPad c'est pas forcément suffisant pour le streaming, et c'est là que je me dois d'insister sur l'Apple TV. Un minuscule boîtier qui connecte votre télé à votre iPhone et votre écosystème Apple. Elle permet d'accéder à tvOS, la meilleure ergonomie pour un OS de télé, ultra fluide, avec un accès à Siri, AirPlay, FaceTime, et surtout la possibilité d'utiliser l'iPhone comme télécommande et comme clavier déporté pour la télé. Je m'en sers tout le temps, c'est tellement pratique. C'est pas révolutionnaire par rapport à une télé connectée moderne, mais ça fait une vraie différence de confort au quotidien. J'ai plaisir à naviguer sur ma télé avec. Et voilà, c'est des objets que j'utilise tous les jours, qui complémentent et cassent un petit peu la monotonie de mon iPhone, et j'espère que vous en aurez trouvé un ou deux qui pourra en faire autant pour vous.